Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler de DNS. Cela veut dire Domain Name System en anglais. Ou bien si on traduit ça en français, on peut dire ça système de nom de domaine. On sait que dans un réseau informatique, les machines sont identifiées avec leur adresse IP. Dans un réseau informatique, les machines sont identifiées avec leur adresse IP. Essayons d'aller rapidement sur Cisco Packet Tracer. Je vais vous montrer le schéma que j'ai ici là. Vous voyez que les machines sont identifiées avec leur adresse IP. Cependant, pour un humain, retenir une adresse IP n'est pas chose facile. Pour faire face à cette problématique, on a décidé d'associer, par exemple, un nom à la machine. Par exemple, la machine qui se trouve dans le réseau est associée à un nom. Ce nom peut être un nom simple ou bien un nom qu'on appelle un nom de domaine. Mais si on est dans un système de nom de domaine, par exemple, si on est dans un système de nom de domaine, le nom de la machine doit être écrit en respectant un certain nombre de critères. Parce que ce nom-là, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine. Dans un système de nom de domaine, non, je vais dire qu'un système de nom de domaine est un système. Essayons de retourner sur la présentation, je vais vous expliquer. Un système de nom de domaine est un système hiérarchisé. Est un système hiérarchique, comme vous le voyez sur ce schéma ici. Et puis, dont le sommet est appelé la racine. Et puis, le sommet est symbolisé par un point. Comme vous le voyez ici là, tout commence par le point. Par exemple, quand on est dans le système de nom de domaine, tout commence par la racine qui est symbolisée par un point. Donc c'est ça que je voulais noter quoi. Donc, la racine représente un domaine en tant que tel. Par exemple, la racine est un domaine et les autres domaines qui proviennent de la racine, comme vous le voyez sur le schéma ici, sont appelés en anglais des top level domaines. Si on traduit ça en français, on appelle ça domaine de premier niveau. Par exemple, les domaines qui viennent juste après la racine, ce sont des domaines là qu'on appelle des domaines de premier niveau. Si nous prenons un nom de domaine qu'on voit tous les jours, qu'on voit Cisco.com. Si on prend Cisco.com, par exemple, comme vous le voyez sur la figure ici, il est composé. Si nous prenons Cisco.com là, on voit que Cisco, si on décompose ça là, Cisco est composé de deux niveaux de domaine. Par exemple, le com là, c'est le domaine de premier niveau et Cisco, c'est le domaine de second niveau. On pouvait aussi continuer, par exemple, si on avait un nom qui s'appelle, par exemple, si on avait par exemple un nom, par exemple, moncompagnie.cisco.com, ça sera, par exemple, mon compagnie sera en quelque sorte un domaine de troisième niveau. Donc, pour résumer, ce que je veux dire c'est que il peut exister plusieurs niveaux. Par exemple, ce que je viens de vous montrer là, ça c'est un exemple seulement, mais mettez-vous en tête que on peut avoir jusqu'à même 127 niveaux. Vous voyez que il y a donc mettez en tête que chaque niveau peut avoir un sous-niveau, ainsi de suite, jusqu'à on peut avoir jusqu'à 127 niveaux. Donc le nom de domaine complet. Le nom de domaine complet d'une machine, par exemple une machine qui se trouve dans un réseau, son nom de domaine complet est ce qu'on appelle en anglais Fully Qualified Domain Name. Par exemple, quand vous entendez FQDN, cela veut dire Fully Qualified Domain Name. Ça, c'est le nom complet de la machine qui se trouve dans... c'est le nom de domaine de la machine, par exemple, qui se trouve dans un réseau. Et puis, ce nom est constitué de tous les sous-domaines, inclus le point final représentant la racine. Je pense que vous avez compris. Donc, pour gérer ces noms-là, les gens ont créé des serveurs qu'on appelle des serveurs DNS. Voilà, ils ont créé des serveurs qu'on appelle serveurs DNS. Donc, pour chaque niveau de domaine, il y a des serveurs, et il y a des serveurs de DNS qui opèrent à ce niveau. Par exemple, ainsi, au niveau de la racine, il y a des serveurs. Au niveau de la racine, il y a des serveurs qu'on appelle des serveurs racines qui, en quelque sorte, contiennent
qui en quelque sorte connaissent l'adresse IP des serveurs DNS qui en quelque sorte se trouvent au niveau des domaines de premier niveau. Par exemple, ce que je veux dire ici là, les serveurs Racine connaissent l'adresse IP de tous les serveurs qui se trouvent au niveau du premier domaine. Par exemple, au niveau du domaine de premier niveau. Ainsi de suite. De la même chose, les serveurs qui se trouvent au niveau du premier niveau, du domaine de premier niveau, connaissent les adresses des serveurs des serveurs de sous-niveau. Par exemple, qui viennent des serveurs. Par exemple, si on prend cet exemple ici là, les serveurs .com. Par exemple, les serveurs DNS qui se trouvent dans le domaine de .com, de .com, connaissent les serveurs, par exemple, qui se trouvent dans cisco.com ou google.com, etc. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, je vais essayer de récapituler. Ne vous en faites pas. DNS, là, pour comprendre le fonctionnement de DNS, il faut aller étape par étape. Parce que je sais que DNS, beaucoup de gens disent que c'est compliqué. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais le fait de ne pas avoir une explication claire peut vous mettre dans la confusion, quoi. Il faut essayer de comprendre comment DNS est structuré. Par exemple, cette hiérarchie-là, il faut essayer de le comprendre pour mieux comprendre le fonctionnement de DNS. Il faut savoir que tout commence par la racine. Et puis après la racine-là, il y a les domaines de premier niveau. Et puis ensuite, le domaine de troisième niveau, ainsi de suite. Jusqu'à on peut avoir 127 niveaux. Donc je pense que vous avez compris ça. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'étudier le fonctionnement, par exemple, comment une machine peut résoudre un nom. Par exemple, on sait que DNS a été créé pour résoudre les noms en adresse IP. Par exemple, on connaît le nom d'une machine, mais on ne connaît pas l'adresse IP. Donc, on veut, à partir de la machine, envoyer une demande, par exemple, de résolution. On appelle ça une demande de résolution de nom. Par exemple, on connaît le nom de la machine, mais on ne connaît pas son adresse IP. Maintenant, pour envoyer cette demande-là, on envoie cette demande au niveau d'un DNS serveur. Par exemple, si vous êtes un internaute, par exemple, si vous avez une machine à la maison qui est connectée sur Internet, la plupart du temps, cette résolution se fait à partir d'un DNS serveur qui se trouve au niveau de votre fournisseur d'accès. La plupart du temps, votre fournisseur d'accès a un DNS serveur que votre machine peut contacter pour en quelque sorte faire la résolution des noms. Maintenant, cette résolution-là suit des étapes. C'est ça que je vais vous expliquer ici là. Par exemple, imaginons que vous êtes à la maison là, vous voulez aller sur cisco.com. En premier lieu là, si vous ne connaissez pas l'adresse IP de cisco.com, vous allez contacter votre DNS serveur. Peut-être votre DNS serveur là se trouve au niveau de votre fournisseur d'accès. Une fois que vous contactez votre DNS serveur, qu'est-ce qui se passe? Le DNS serveur, il va contacter le serveur Racine. C'est le serveur Racine parce que c'est une hiérarchie, quoi. Le serveur Racine, lui, il connaît les adresses IP des domaines de premier niveau. Par exemple, si vous lui envoyez la demande pour lui demander que vous voulez connaître l'adresse IP de cisco.com, lui, il regarde le .com là, ils savent qu'il connaît les serveurs DNS qui se trouvent au niveau de .com, par exemple du domaine de .com. Maintenant, il va vous demander d'aller contacter un de ces serveurs .com, un de ces serveurs qui gère le domaine de .com. Une fois que il vous donne l'adresse IP, parce que lui, il connaît l'adresse IP d'un de ces serveurs de .com, il vous donne l'adresse IP. Maintenant, vous allez contacter le serveur qui gère le domaine de .com. Une fois que vous arrivez sur le serveur de .com, lui, il ne connaît pas l'adresse IP de cisco.com, mais il connaît le serveur qui gère le domaine de cisco.com. Maintenant, il va vous demander d'aller contacter le serveur qui gère le domaine de cisco.com. Arrivé sur le serveur qui gère le domaine de cisco.com, ce serveur-là, lui, il connaît l'adresse IP de ce nom-là. Il va automatiquement vous faire la résolution. Donc, c'est ça que la résolution des noms se fait au niveau de l'Internet. Donc, il faut mettre ça en tête. Vous voyez que ça, là, en regardant ce schéma-là, il y a beaucoup de demandes qui se font. Demande au niveau de la racine, demande au niveau du serveur com, et ensuite demande au niveau du serveur de cisco.com. Maintenant, imaginez que vous avez à faire ça là à chaque fois que vous voulez visiter le site de cisco.com. Ça c'est beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de requêtes à envoyer au niveau des serveurs.
Maintenant, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé ce qu'on appelle un système de cache. Par exemple, DNS, c'est ce qu'on appelle en anglais DNS cache. Par exemple, le serveur DNS que vous avez contacté là, votre serveur local là, que vous avez contacté, une fois qu'il a résolu le nom de cisco.com, une fois qu'il a fait la résolution, il va garder ce résultat-là dans sa mémoire, qu'on appelle DNS cache. Une fois qu'il garde dans la mémoire DNS cache la résolution du nom de cisco.com, prochainement, si vous voulez contacter si vous voulez faire la résolution de cisco.com, le serveur de votre DNS local là, il ne va pas faire la procédure que je viens de vous expliquer. Il va seulement consulter son cache, son DNS cache. Quand il consulte le DNS cache, il voit que cisco.com a été résolu. Il va automatiquement vous donner le résultat sans avoir à faire les requêtes que je viens de vous expliquer. Par exemple, requête au niveau de la requête. Cette requête-là se fait en une seule fois. Une seule fois que c'est fait là, le DNS, il garde ça dans sa mémoire qu'on appelle DNS cache. Donc, je pense que vous avez compris le fonctionnement de DNS. On va essayer de voir comment enregistrer les données au niveau d'un DNS serveur. Parce qu'il y a beaucoup de termes qu'il faut essayer de comprendre. C'est ce qu'on appelle les enregistrements de DNS. C'est ça qui nous permet, en quelque sorte, qui permet au DNS serveur de faire la résolution des noms. Vous voyez que, en premier lieu, il y a ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça A record. C'est-à-dire A record. En anglais, on appelle ça A record. Ça nous permet de correspondre un nom à une adresse IPv4. Je pense que vous avez compris les adresses IPv4. Je ne vais pas essayer de vous expliquer parce que ce sont les adresses que l'on trouve la plupart du temps dans la vie quotidienne. C'est ça qui est utilisé. Et puis, il y a le quadruple A record. Ça, c'est une correspondance d'un nom à une adresse IPv6. Ce sont les nouvelles adresses qui viennent de sortir. La plupart du temps, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça actuellement parce qu'on a une pénurie d'adresses IPv4. C'est la raison pour laquelle les gens commencent maintenant à utiliser IPv6. Mais mettez en tête que si vous voyez A record, ça c'est une correspondance pour une adresse IPv4. Si c'est quadruple A record, c'est une correspondance à une adresse IPv4, IPv6 du moins. Maintenant le CNAME record, ça c'est une correspondance à un autre nom. Par exemple, imaginons que cisco.com, on fait encore une autre correspondance. Par exemple, on va dire notre site.com, par exemple, peut correspondre à cisco.com. Donc, si on dit notre site.com correspond à cisco.com, ça c'est ce qu'on appelle un CNAME record. MX record, ça c'est pour les serveurs de courriel. Par exemple, pour les serveurs de courriel pour le domaine, je ne vais pas tellement m'appeler sur ça. Le PTR record, ça c'est le contraire de A record. Par exemple, c'est l'inverse. C'est quand on veut connaître, quand on connaît l'adresse IP de la machine, mais on veut connaître le nom. On fait l'inverse, quoi. On fait la résolution, par exemple, à partir de l'adresse IP. On connaît l'adresse IP, mais on ne connaît pas le nom. C'est ça qu'on appelle PTR record. NS record, ça c'est le serveur de DNS. Par exemple, c'est le nom du serveur de DNS qui gère un domaine donné. Par exemple, le domaine le domaine de com, les serveurs qui gèrent ça là ont des noms. C'est ça qu'on appelle NS record. Maintenant, le SOA record, ça ce sont des informations très importantes. C'est ça qui nous donne les informations générales de la zone. Le record qu'on effectue, par exemple, pour la configuration d'un DNS serveur là, c'est ce record là en premier lieu qu'on met au niveau du serveur. SOA record. Donc, pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'aller rapidement sur Cisco Packet Tracer. Je vais essayer de résumer ces enregistrements, comment on peut utiliser ça au niveau de DNS serveur. On va essayer d'aller rapidement ici là sur Cisco Packet Tracer. Vous voyez qu'ici là, j'ai déjà fait la configuration d'un réseau local ici là. Avec ça là, c'est un serveur DNS. Attends, je vais essayer de changer le nom. Serveur DNS. C'est un serveur DNS. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà fait la configuration des adresses IP et tout ça là.
on va au niveau de ce serveur-là, au niveau de config là, au niveau des services, on va sur DNS. Vous voyez les records là que je vous parlais. Par exemple, le A record là, c'est pour le IPv4. On n'a pas, malheureusement, avec ce programme-là, on n'a pas le quadruple A, mais ne vous en faites pas, c'est pour le IPv6. Par exemple, imaginons cette machine-là. Attends. Cette machine-là, ça s'appelle PC0. On veut mettre PC0 au niveau du DNS serveur. On va faire la configuration manuelle ici, là. On va dire A record, et puis on va dire le nom, on va dire PC0. Non, je pense que c'est en majuscule. PC0. PC0. Et puis l'adresse IP qu'on va mettre, on va dire 192.168.1.10. Et puis on va ajouter. Vous voyez, ça vient automatiquement. Maintenant, on va mettre PC, je pense, PC1. Son adresse IP. Attends, je vais essayer d'amener la fenêtre pour que vous puissiez voir. Son adresse IP, c'est le 192.168.1.11. On va ajouter le monsieur aussi. Et puis, finalement, il y a le PC. Attends, on va amener ici le monsieur là. Pour le PC4, PC2 du moins. PC2. Son adresse IP, c'est le 192.168.1.12. Voilà. Vous voyez, une fois qu'on a fait ça là, et puis moi j'ai déjà configuré les machines là pour leur dire que leur DNS serveur. Par exemple, si on va sur PC0, je l'ai configuré pour lui dire que son DNS serveur là, c'est le Michel là. Attends, on va essayer de venir ici en bas. Vous voyez, c'est le Michel là, 192.168.1.253. Vous voyez? Vous voyez, donc maintenant, si tout va bien là, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, attends, je vous ai expliqué pour les records là, que quand vous faites la configuration de DNS serveur là, il faut toujours commencer par le SOA. Moi, je n'ai pas commencé, mais je vais vous expliquer. Par exemple, ici là, on va essayer de donner un nom de domaine à ce Michel là, à ce DNS serveur. Par exemple, un domaine qu'il va gérer. Par exemple, pour cet exemple là, on va dire, par exemple, mon domaine. Je vais mettre ça. Je vais dire mon domaine. Par exemple, je vais mettre .com. C'est ça que le nom que je vais donner. Par exemple, pour le serveur là, il faut mettre NS. C'est ça qu'on met, NS1. Et puis on met point mon domaine. Par exemple, mon domaine. .com. Vous voyez? Attends, je vais élargir comme ça, vous pouvez voir quoi. Maintenant, ça c'est par exemple la durée de vie que je vous expliquais auparavant là. Par exemple pour la résolution des noms. Par exemple, pour les serveurs qui vont contacter ce serveur là, ce serveur va leur indiquer la durée de vie, par exemple du DNS cache quoi. Par exemple, on va mettre ici 3600. Ici, on va mettre 600. Et puis, mailbox là, ça c'est l'adresse email de l'administrateur qui a fait la configuration en quelque sorte du DNS serveur. Je vais mettre par exemple admin. Et puis on met un point. Et puis on met le nom du domaine. Par exemple, on met mondomaine.com. Attends, je vais copier ici. Mondomaine.com. Voilà, on va faire. Refresh time, on peut mettre 600 par exemple. Expiration time, on va mettre 600. Ce sont des exemples, mais il faut vous assurer que vous avez. Ça, c'est pour. Attends, je vais ajouter ça là. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le start of authority. Par exemple, ça, c'est ça la configuration
que vous devez faire, c'est ça l'étape que vous devez faire en premier lieu pour la configuration d'un DNS serveur. Mettez-vous en tête que le Start of Authority là, c'est ça que vous devez faire. Cette configuration là, il faut le faire en premier lieu pour essayer de mettre les aéroports. Moi j'ai inversé les erreurs. Maintenant qu'on a fait ça là, on va aller sur le NS record là, c'est pour le nom du serveur. On va mettre par exemple le nom du serveur, on va dire NS1 et puis on va dire point mon domaine .com et puis on va mettre l'adresse IP, on va dire 192.168.1.253 et puis on va ajouter ça là. Vous voyez, ça c'est le truc là. Maintenant on a fait le NS record, on a fait le SOA et puis le CNAME là, par exemple, je vous ai donné l'exemple là. Par exemple, si on avait par exemple une machine là qu'on a résolu, par exemple PC1 là, PC1 par exemple, on va dire PC1, on va essayer d'ajouter un CNAME là, on va dire CNAME et puis on va dire par exemple machine 1 et puis le nom qu'on va mettre ici là, on va dire PC, par exemple PC1 et puis on va ajouter. Ça c'est le CNAME. Je pense que vous avez compris. Il faut essayer de jouer avec ça là. Mais grosso modo c'est ça la configuration d'un DNS serveur. On va essayer de faire CTRL-C et puis on va dire ping PC1. Vous voyez maintenant le ping là ça passe. Vous voyez que j'ai oublié de démarrer le serveur DNS. J'ai fait la configuration mais j'ai pas démarré. Vous voyez, et puis pour terminer, qu'est-ce que je vais noter là? Il faut noter que le serveur DNS utilise un protocole qu'on appelle le protocole DNS. Et puis ce protocole utilise le numéro de port 53. Par exemple, pour faire la requête. On va essayer d'aller rapidement sur simulation là. On va essayer de voir comment ça va se passer là avec la simulation. On va essayer d'aller ici là, filtrer les paquets. Ce qui nous intéresse c'est le paquet de DNS. Voilà. On va aller sur PC2 par exemple. Et puis on va essayer d'aller ouvrir la ligne de commande. On va dire ping. On va lancer un ping. Ping. Et puis on va faire PC par exemple 0. PC 0. Vous voyez maintenant le paquet de DNS là, ça part ici là. Ça va être envoyé au niveau du serveur. Vous voyez, le serveur, lui, il reçoit la requête. On essaie d'ouvrir le paquet. Vous voyez que c'est un paquet de DNS. C'est écrit DNS ici là. Et puis vous voyez même c'est la résolution du nom de PC0 qui est mis au niveau ici de la couche 7 du modèle OSI. On va essayer rapidement d'aller voir la réponse du DNS serveur. On ouvre le paquet ici là. Quand on ouvre le paquet, on voit que... Attends, on va essayer d'ouvrir le paquet. Vous voyez, on voit qu'ici là, la source... non, on voit qu'au niveau de la couche numéro 4, cela veut dire la couche transport, on voit que le port qui a été utilisé, comme je vous l'ai dit là, c'est le port 53 par le serveur. Mettez ça en tête quoi. Et puis le protocole qui est utilisé, c'est pas TCP, c'est UDP.